Donc comme je le disais, on recommence. Bonsoir à tous. Alors, comme je le disais, c'est un peu une première pour moi. Parce que je voudrais parler d'un sujet qui est très nouveau et qui est une vraie révolution, pas seulement dans le monde, on va dire, professionnel, dans le monde de la tech, mais qui est, je pense, un changement réel et profond dans l'histoire de l'humanité. C'est le thème du AI, l'intelligence artificielle. Alors juste pour vous expliquer un petit peu d'où je viens, je sais pourquoi c'est un sujet qui me parle et qui me touche. Donc ceux qui me connaissent, j'avais fait déjà une première ici, j'avais un peu raconté l'histoire de ma vie, ceux qui étaient là il y a peut-être 2 ans. Mais moi de formation, je suis mathématicien ingénieur. Donc j'ai travaillé sur ce qu'on appelle aujourd'hui, sur les technologies de AI, il y a environ une vingtaine d'années. J'ai fait une thèse de master sur les réseaux de neurones il y a 20 ans à Harvard. Donc ça fait 20 ans que c'est un sujet qui me travaille. D'accord? Juste pourquoi je vous dis ça, pas pour me la jouer, même si ça fait toujours du bien. D'accord? Mais pas que pour me la jouer, pour que vous compreniez que je ne suis pas en train de venir d'un univers que je ne connais pas, j'ai vu un buzzword, j'ai dit ah ChatGPT, maintenant on va faire un cours sur ChatGPT et vous dire ah c'est bien, c'est pas bien, etc. D'accord? Donc c'est un univers que je suis de plus ou moins près depuis que je suis en âge de suivre ces choses-là. D'accord? Ce que j'aimerais d'abord qu'on comprenne, c'est de comprendre c'est quoi quand aujourd'hui on parle de AI. Donc au début, je ne vais pas du tout parler de Torah, c'est juste comprendre ce qui se passe dans le monde, de quoi on parle, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, pourquoi c'est à mon sens un changement de paradigme, et surtout, c'est ça tout l'objet de la soirée, c'est de proposer un regard juif sur ce qui est en train de se passer. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a environ une dizaine d'années, j'avais contacté un monsieur qui aujourd'hui, alors à l'époque quand je disais son nom, les gens les regards brillaient, vu qu'il est un petit peu hors des projecteurs depuis longtemps, aujourd'hui ça parle moins. Mais il y a un monsieur, un garçon qui s'appelle Jérémy Bérébi. Il y en a peut-être qui le connaissent ici. Jérémy Bérébi, il était très connu à mon époque. Il était très connu dans les fins des années 90, début des années 2000, parce que c'était une des premières personnes qui était un peu le visage de la tech française. D'accord? Il avait monté une boîte, il a fait une exit très jeune. C'est lui qui a monté le fonds Kim Aventure avec Xavier Niel en France. Donc ceux qui connaissent un peu la scène de la tech en France, Xavier Niel, Station Web, c'est vraiment l'écosystème tech, qui est la personne qui a l'idée, l'écosystème tech de Xavier Niel, qui a le point de départ en France, et qui est un garçon qui s'appelle Jérémy Bérébi. Jérémy Bérébi, il a fait ça à Lyon il y a environ une quinzaine d'années. Il a d'abord été à Ranana, il a trouvé que ce n'était pas vraiment, ça ne lui correspondait pas. Je vous fais long story short, Jérémy Bérébi a Bli Hara, je crois, 18 enfants, habite à Bnei Brak et étudie la Torah toute la journée. D'accord? Donc, je vous la fais rapidement, il n'a pas fait ça en 2 secondes, laissez-moi, on peut parler d'autres choses. Donc quoi qu'il en soit, je l'avais contacté, il venait juste de sortir de Kim Aventure, donc il y avait des articles sur lui dans les journaux, bon, et je lui ai dit, viens on fait une conférence. On a fait venir le Rav Eli Lemel, et on a fait des conférences à Google. Alors c'était rigolo pour la petite histoire. Je dis, où est-ce qu'on va faire la conférence? Il dit pas de problème. Il envoie un mail au CEO de Google. Il me dit est-ce que je peux prendre tes bureaux? Il dit bien sûr. On a fait dans les bureaux de Google. À l'époque, une des premières conférences dans les bureaux de Google à Tel Aviv. Quoi qu'il en soit, dans cette conférence-là, quelqu'un lui a posé, il y avait une fille qui a levé la main, posé une question. Est-ce que vous pensez que toutes ces technologies n'auraient jamais dû exister? Il a répondu une réponse qui m'a beaucoup marqué et dont je reparle très souvent. Il a dit la question qu'on pose à un juif, c'est pas de savoir si ça aurait dû exister ou non. La réalité, c'est ça existe. La question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Donc, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est un changement par rapport à ce qu'on a connu, on va dire, dans les dernières décennies, avec un monde qui est de plus en plus digitalisé. D'accord? Donc il faut comprendre qu'encore il n'y a pas si longtemps, il y avait des gens qui utilisaient des choses très bizarres qui s'appelaient des stylos et des feuilles. Et avec ça, alors croyez bien, là, on peut enlever le bouchon et avec ça on peut écrire des choses sur une feuille. Déjà ça c'est une invention, d'accord? C'est logique. Mais la façon de se relationner par rapport à la connaissance et à l'action des choses, d'accord, se faisait de façon manuelle. Moi-même, avec éventuellement des outils qui vont m'aider
à, j'ai une calculette qui va m'aider à calculer des choses. D'accord? Tout le monde de l'informatique moderne s'est créé sur des langages de programmation dans lesquels je vais être capable de venir formaliser des choses que j'ai dans ma tête, des choses répétitives. Je vais dire, si je suis capable de les expliquer, je les formalise, je les écris une fois pour toutes, et après, ça le fait tout seul. D'accord? J'en sais rien. Imaginons qu'il y avait par exemple, il y a un monsieur qui est un doorman, aux États-Unis il y en a beaucoup, à New York. Dès que je vois quelqu'un arriver, je lui ouvre la porte. Donc toute sa vie, il voit quelqu'un arriver, il ouvre la porte. Comme c'est une règle que je suis capable d'expliciter, d'expliquer, elle est facile cette règle. Quand tu vois quelqu'un arriver, ouvre la porte. Vu que je suis capable de l'expliquer, je suis capable de l'écrire, et grâce à l'informatique moderne, on est capable de faire des systèmes d'ouverture automatiques. D'accord? C'est là-dessus que le monde moderne s'est créé ce dernier siècle. Jusqu'à là, a priori, vous êtes au courant, vous avez fait des grands ridouches. C'est quoi la nouveauté de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle? C'est qu'on a utilisé un concept qui s'appelle le deep learning, d'accord? Il y a des gens qui travaillent là-dessus, d'accord? C'est quoi? C'est de dire que le point de départ, je vais créer d'une certaine manière un modèle généraliste et en lui donnant de l'information, il va lui-même inférer de cette information que je lui ai donnée des nouvelles choses que je lui ai jamais expliquées. Ça veut dire que fondamentalement, je ne suis pas obligé de lui dire lorsqu'il y a quelqu'un, tu ouvres la porte. Même si moi, alors là c'est une règle évidemment très simple, j'ai jamais fait le lien qu'en fait j'ouvre la porte à chaque fois quelqu'un qui arrive. J'ai qu'à lui donner des vidéos de tout ce qui s'est passé à la porte depuis les 10 dernières années et lui il va comprendre tout seul que quand quelqu'un arrive, eh bien qu'est-ce qu'il faut faire? Ouvrir la porte. D'accord? Maintenant la force c'est quoi? C'est que en apprenant ça, il va peut-être être capable d'apprendre d'autres choses. Que lorsqu'il y a des vaches qui arrivent devant l'enclos, il faut aussi leur ouvrir la porte. D'accord? Et que si quelqu'un a soif, peut-être il faut lui ouvrir la bouteille. D'accord? C'est-à-dire qu'on est dans un univers, un changement de paradigme, dans lequel je vais être capable de donner, pourquoi on appelle ça que c'est une machine qui est intelligente? Parce que, entre guillemets, elle découvre toute seule des choses que je ne lui avais jamais exprimées de façon claire. C'est l'intelligence artificielle. Ça fait environ, je sais pas, une quarantaine d'années que ça existe. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde ces dernières années? Il y a deux choses énormes qui sont des grands changements qui sont passés récemment. La premièrement, c'est la quantité d'informations. D'accord? Aujourd'hui, on vit dans un monde ultra digitalisé, tout se passe par téléphone. Mais imaginez qu'avant, si je cherchais des informations, il fallait prendre des livres et scanner des livres. Je pouvais avoir plein de livres. Mais aujourd'hui, la quantité d'informations qui est mise sur Internet, elle est infiniment plus grande. D'accord? Il faudrait regarder le chiffre exact. Je n'ai pas le chiffre. Pour la prochaine conférence, si je la refais, on vérifiera le chiffre. Quelqu'un peut regarder en temps sur ChatGPT, il pose la question. D'accord? Mais je suppose que c'est sûr, toutes les heures dans le monde, on produit plus d'informations que l'ensemble des livres qui n'ont jamais été écrits. D'accord? Je suppose que pour tous les heures, je ne prends pas beaucoup de risques. D'accord? Donc vous comprenez qu'en fait, on a une accélération de la quantité d'informations qu'on a donné. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu des machines de plus en plus puissantes. Donc en fait, ce qui à mon époque était, tu avais un petit peu d'informations et de toute façon, tu ne pouvais pas faire grand-chose. Aujourd'hui, tu peux donner des quantités monstrueuses d'informations à un ordinateur, le faire travailler de façon monstrueuse et pouvoir développer quelque chose qui ressemble à de l'intelligence. D'accord? Ça nous ouvre aujourd'hui un rêve, d'accord, qui a été a priori, on va dire, on l'a ressenti avec le lancement de ChatGPT. C'est quoi? On a créé ce qu'on appelle des LLM. C'est quoi les LLM? Ce sont des modèles de langage naturel. Je peux parler avec une machine. Je peux parler avec une machine. Et au fond, j'ai l'impression que je parle avec quoi? Avec quelqu'un. C'est un peu le sentiment qu'on a. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. On n'a jamais vécu ça avant. Le sentiment de parler avec quelqu'un en parlant avec une machine. Moi, je vous pose une question. Pourquoi est-ce que ça nous plaît tellement? D'accord, juste pour la petite histoire.
OpenAI, ChatGPT, de l'histoire, c'est l'app ou le service qui a eu 1 million d'utilisateurs le plus rapidement de l'histoire. Il y a un engouement, tout le monde a voulu essayer ChatGPT. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas essayé de parler avec ChatGPT déjà? Je pense pas. Non? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais essayé? Personne n'a jamais essayé. On a tous, regardez, imaginez un produit au monde, on a tous essayé. Et ce n'est pas un produit de dire, bah, c'est normal, ça fait 50 ans que ça existe. Un produit, ça fait quoi? 1 an et demi, 2 ans que ça existe? Et on l'a tous essayé. Et je suppose qu'une bonne partie d'entre nous, non seulement l'ont essayé, ça ou quelque chose d'analogique, on l'utilise globalement de façon… Vous vous rendez compte quand même le succès de ça? Pourquoi, d'après vous, ça plaît tellement? Question ouverte. Quoi? Pourquoi ça plaît tellement? Pourquoi ça marche tellement? Pourquoi on veut tous utiliser ce truc-là? Quoi? Parce qu'il y a des réponses à tout, ok. Oh, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils disent? C'est pas rapide, c'est facile. C'est ça, c'est beaucoup de résultats pour peu d'efforts. Razak. Beaucoup de résultats pour peu d'efforts. Alors, gardez bien cette phrase en tête. Merci beaucoup. Comme il y a quelqu'un qui travaille avec toi dans l'assistance. D'accord? Je vais t'hypnotiser maintenant, tu vas voir. Ok? Beaucoup de résultats pour peu d'efforts. La question que je voudrais vous poser ce soir, c'est pourquoi est-ce que ça nous plaît tellement d'avoir beaucoup de résultats pour peu d'efforts? Allez, j'ai écrit sur une feuille, vous avez vu, c'était vraiment avant le début du cours, donc ça m'a pris environ 12 secondes. J'ai fait le plan du cours, mais je le change parce que bon. Je vais vous apprendre déjà, vous commencez par un principe fondamental dans le regard juste sur le monde. D'accord? C'est un principe de Kabbalah, si vous voulez, mais c'est un principe de base qu'il faut connaître. Il s'appelle Zéléomat Zé Bara Elohim. Ceci en face de cela, Dieu a créé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute chose que Dieu a créée, il lui a donné un potentiel d'expression positive, constructrice, et un potentiel d'expression destructrice. Ça veut dire que lorsqu'on revient sur la question de dire notre question, ce n'est pas de savoir si ça devrait exister ou ça ne devrait pas exister, toute chose qui existe, elle a une façon d'être exprimée de façon bonne ou de façon mauvaise. D'accord? Oui ou non? C'est d'ailleurs ce qu'on appelle 250 000 téraoctets générés par heure. Et ça fait combien de livres? Combien de pages de livres? D'accord? Devant lui. Donc, écoutez bien. C'est quoi Zélomadze? Ça ouvre un monde qu'on appelle le monde des midot. Les midot en français, on dit les traits de caractère. D'accord? Mais c'est quoi mida en ivrite, en hébreu? Une mesure. C'est-à-dire que de savoir si quelque chose est bon ou pas bon, ce n'est pas la racine de la chose qui est bonne ou pas bonne, c'est de savoir dans quelle mesure, c'est-à-dire sous quelle forme je vais l'exprimer. Donc on a maintenant, il y a des choses qui vont nous attirer plus ou moins. Plus quelque chose nous attire, plus ça veut dire que sa racine, elle est profonde. Je vous donne un exemple. Il n'y a que des adultes dans cette salle. Ou non? Oui. D'accord. Donc, je me permets. Aujourd'hui, c'est pas nouveau, d'accord? Mais vous allez voir, si tu veux vendre un shampoing, a priori, ou des lunettes, d'accord? Ceux qui sont en Israël, vous voyez, des lunettes. Bizarrement, ils ne prennent pas des photos de lunettes. Juste des lunettes posées sur une table. Qu'est-ce qu'ils vont te montrer? Une femme en train de se laver les cheveux ou avec des lunettes? Ou un gars beau gosse avec des lunettes? Je n'achète pas le gars, j'achète les lunettes. Donc si tu veux vendre des lunettes, on te vend des lunettes. Pourquoi tu montres un homme ou une femme comme ça en train de faire un geste spécial avec les lunettes? Pourquoi? Parce que, excusez-moi de vous apprendre ça, il y a quelque chose, il y a chez certaines personnes un attrait extrême, une attirance extrêmement forte pour le genre opposé. D'accord? Il y a quelque chose d'extrêmement puissant dans l'attirance qu'a une personne, les hommes pour les femmes et les femmes pour les hommes. D'accord? Donc maintenant, les publicitaires utilisent ça pour essayer de venir diriger ce besoin-là vers les lunettes. En fait, ce que tu aimes, c'est le mannequin qui est derrière les lunettes. Et comme ils te mettent les lunettes, tu fais une association d'idées entre la marque et le mannequin. Ok? Comment ça se fait
qu'on a un attrait tellement puissant pour ce sujet-là. Ce sujet-là, il peut donner tout l'univers, ce qu'on appelle des harayot, de la débauche, mais il peut donner quoi comme résultat? Des bébés. C'est-à-dire que plus il y a quelque chose qui est fort en moi, plus ça veut dire que sa racine est profonde. Plus elle peut être exprimée dans quelque chose d'extrêmement négatif et de destructeur, plus elle peut être exprimée dans quelque chose qui est la vie. D'accord? Donc la question que je voudrais, je suis désolé de vous faire un cours un petit peu de philosophie, c'est qui suis-je? D'où viens-je, où vais-je, non? Qui suis-je? On est qui? C'est quoi moi? C'est qui nous? C'est quoi l'homme? Lorsque Dieu va créer l'homme, le Midrash va dire quelque chose d'incroyable, que Adam Arishon, le premier homme, était quelqu'un sait? C'était un géant. Il faisait 1000 kilomètres. Un géant, quand même pas mal, non? Un géant. Qu'est-ce que ça veut dire que c'était un géant? Ça veut dire que il avait une dimension, il était physiquement sur Terre, mais il était la tête où? Dans le ciel. Il a raison. Dans le ciel. Dans le ciel. La réalité, il y a un midrash qui nous dit que lorsque Dieu va créer l'homme, il va dire Na'ase Adam betsalmenu bidmutenu. Nous faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire que l'homme a été créé à l'image de Dieu? C'est-à-dire que l'homme a une dimension divine en lui. Sauf que l'homme n'a pas qu'une dimension divine. Hachem va créer un monde matériel et l'homme, par opposition aux anges, va comporter en lui deux dimensions. Une dimension spirituelle, l'homme est fait à l'image de Dieu, et une dimension matérielle. Et l'homme va être la première création de l'histoire de la création qui va comporter en lui-même ces deux dynamiques, ces deux tendances. Maintenant, si on lit tout le livre de Bereshit, on voit que l'homme, au début, il a beaucoup de mal à trouver sa place là-dedans. D'ailleurs, on regarde, si tu regardes la création de l'homme, je crois que j'avais fait un cours ici justement sur ce sujet, tu vois qu'a priori, ça a l'air d'être un échec cuisant. Premier homme, c'est qui? Adam Arishon. Il a été créé, vous savez quel jour de la création il a été créé? Donc vendredi. Vendredi matin, Hachem lui dit, tu fais ce que tu veux, tu manges ce que tu veux, je te demande une chose. C'est quoi ce que je te demande? Ne mange pas de la Aesadat. Qu'est-ce qu'il fait Adam? Il mange. Pas top comme début. Il est jeté du Gan Eden. Il a deux enfants, Cain et Abel. Qu'est-ce qui se passe? Cain, il tue son frère. Pas génial. Il continue, ils ont des enfants. Qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir le déluge. Il va créer, qu'est-ce qu'ils vont faire tout de suite là? Tour de Babel. Tu regardes, a priori, tout le sévère de Bereshit, c'est que de la loose. C'est-à-dire, il n'y en a pas un qui arrive à faire un truc qui marche, quoi. Tu peux faire un truc qui tient. Qu'est-ce qui est si compliqué? C'est que l'homme, il est tiraillé entre ces deux dimensions. Je raconte une petite histoire. Un jour, il y avait un mariage qui était fait au Hilton. Et celui qui faisait le mariage, c'est un très grand rave, un très grand tzaddik, il y en a peut-être qui connaissent ici, qui s'appelle Rav Yitzhak David Grossman. Rav Grossman, c'est un très grand tzaddik. Un jour, j'aimerais vous faire un cours juste pour raconter la vie de Rav Grossman, quelqu'un d'extraordinaire. Bon, en tout cas, c'est celui qui a fait le mariage. Et il y avait le frère du marié qui est venu voir le Rav. Et le Rav, il a une chose incroyable, quand il te parle, il vient, il te met la main. Pour les garçons, hein, il te met la main comme ça sur la joue. Il a des yeux d'une puissance incroyable et une douceur, tu ressens un amour incroyable. Et quand le Rav, il te parle, je l'ai vécu, tout ce que tu veux dans la vie, c'est quoi? C'est être comme lui. Tout ce que je veux dans la vie, c'est être un tzaddik. Maintenant, il y a ce garçon, il arrive, il lui parle comme ça. Et là, je vois un truc extraordinaire. À l'instant où le Rav parle, il y a la serveuse du Hilton, c'était l'été, qui passe devant le garçon. Et le garçon, il bug. Il ne sait plus quoi faire. D'un côté, il voit le Rav, il veut être comme le Rav, mais il y a la serveuse. Et il est en bug entre le serveuse et le Rav Grossman.
C'est-à-dire que, comment c'est possible que le même bonhomme, il est attiré par deux choses qui a priori lui proposent rien à voir? Ça s'appelle un être humain. L'être humain, il a beaucoup de mal à trouver sa place entre le ciel et la terre, entre le spirituel et le matériel. Je vais vous donner un exemple assez dingue à ça. Le Midrash nous dit que lorsque Dieu va créer le monde, tout est tov. Vayar Hashem ki tov, ça c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est quoi la première chose qui n'est pas bonne dans la création du monde? Non, c'est pas ça. C'est quoi la première fois? La première fois qu'il y a écrit quelque chose de l'otov dans la création de tov? Quoi? L'otov heyot à Adam levado. Tout est tov, tov, tov. C'est quoi la première chose qui n'est pas bonne? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi c'est pas bon que l'homme soit seul? Nous dit Rashi. Parce qu'il va se prendre pour Dieu. Ça veut dire quoi? L'homme, au début, il doit faire tout le travail. Il est à la fois le spirituel et à la fois le matériel. Il doit faire le lien tout seul. Il dit, c'est pas possible, il va falloir qu'on sépare ça en deux. Qu'on va lui faire une dimension qui est plus attachée avec la dimension d'expression matérielle et une dimension qui va être plus détachée au-dessus. On va lui faire quoi? Ezer Kenegdo. Il va se marier. Maintenant, ils vont travailler à deux et ils vont se partager le travail. Ils vont être une équipe. Et là, le Midrash nous dit quelque chose de complètement fou. Il nous dit que Adam, au début, il va chercher son épouse où ça? Vous connaissez ce Midrash? Chez les animaux. Au début, Adam se dit, je vais faire passer en revue les animaux et je vais regarder qui va être mon partenaire. On doit faire quelque chose. On va de la même manière, tu peux dire, regarde, j'ai un cheval, mon cheval il va travailler dans les champs et moi je vais pouvoir faire autre chose. Donc dans l'idée, fondamentalement, Adam il pense qu'il peut travailler au niveau des animaux. Et il va chercher, il va dire en fait non, c'est pas pour moi. Et là, Hachem va prendre une partie de sa côte, une partie de lui-même, il va dire non, en fait, toute la réponse elle est en toi. Ça veut dire quoi? Pourquoi je vous raconte tout ça? Pour dire que ce qui va être très compliqué pour nous, et ça va expliquer la suite de le raisonnement par rapport à l'IA, c'est qu'on est constamment tiraillé parce que dans ces choses, on ne sait pas où est notre place dans toutes les dimensions qui font ce que nous sommes. Lorsque Adam va naître, tu as dit tout à l'heure, on aime avoir des résultats avec un minimum d'efforts. Lorsque Adam a été créé, il est dans le Gan Eden. Dans le Gan Eden, nous dit le Midrash, écoutez bien, il y a des malachim, solim lo bassar, il y a des anges qui lui font griller de la viande et d'autres qui lui pressent du vin dans la bouche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour profiter de la dimension matérielle, quel effort il doit fournir? Adam? Walou. Le point de départ de l'humanité, Hachem nous met dans un monde dans lequel l'effort, a priori, n'existe pas. D'ailleurs, lorsque Adam va manger le Etz Hada'at, il va nous mettre dans une réalité qui s'appelle le monde qu'on vit aujourd'hui. Et quelle est la première chose que va nous donner Adam à l'homme et à la femme? C'est quoi? À la femme, il va dire, ça va être difficile d'éduquer des enfants, de transmettre, de construire, ça va être dur. Et pour l'homme, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Ça veut dire quoi? Que fondamentalement, Dieu nous met dans une dimension, on a en nous une origine qui s'appelle, il n'y a pas d'effort. Et que du fait qu'on ait monté le Etz Hadat, on est dans un monde dans lequel Hachem il a mis comme socle, comme pierre édifice pour faire quoi que ce soit, la notion d'effort et de difficulté. Mais a priori, c'est quoi? C'est une malédiction. Donc pourquoi est-ce que l'homme prend plaisir ou recherche le minimum d'effort? Pourquoi? Parce que c'est sa nature première. Au fond, lui, ce qui nous pousse à ne pas aimer l'effort, c'est simplement parce que dans l'absolu, on a été créé dans un univers dans lequel il n'y a pas d'effort. Quand Mashiach va venir, comment il va être le monde? Le Midrash nous dit que chacun d'entre nous, on aura 2800 serviteurs pour travailler pour nous. Il y a 70 nations
il y aura 10 serviteurs par nation. Je ne sais pas si c'est vraiment un kiff d'avoir tous ces gens qui vont vivre chez toi. Mais ça veut dire qu'on vient d'un univers sans effort et on va vers un univers sans effort. Pourquoi l'homme recherche le minimum d'effort? Parce que c'est en nous. Mais quand on parle d'effort, on ne parle pas que de la dimension d'effort dans le domaine matériel. Nous disent les sages, Hachem a mis la même addiction dans le domaine spirituel. Vous connaissez, je suppose tous, ce Mama Chazal, qui dit que lorsque le bébé est dans le ventre de sa maman, il n'est pas tout seul dans le ventre. Avec qui? C'est qui ses copains? Vous ne connaissez pas? Les anges. Et qu'est-ce qu'ils font les anges? Ils lui enseignent toute la Torah. C'est-à-dire qu'il va, ton point de départ de création, c'est un univers dans lequel tu fournis aucun effort et tout te vient tout seul dans la tête. Mais qu'est-ce qui se passe quand le bébé est né? On te met dans ce monde-là, dans un univers dans lequel tu vas devoir travailler. Donc pourquoi toi, tu sens qu'il y a quelque chose d'agréable dans le fait de recevoir sans faire d'effort? Parce que, à la source, c'est là où tu viens. Qui est-ce qui est le premier qui, a priori, semble avoir compris ça? C'est un monsieur qui s'appelle Esav. On sait qu'aujourd'hui, on a deux grandes nations dans le monde. Il y a eu Yaakov. Yitzhak a eu 2 enfants. Yaakov qui a donné la naissance du peuple juif. Et un autre enfant qui s'appelle Esav qui donne lieu à l'Occident. Yaakov et Ishtam Yoshev Ohalim. Yaakov va mettre son énergie dans l'étude. Et Esav, qu'est-ce qu'il va faire? Il chasse. Oh, Chazak. C'est quoi il chasse? Esav, qu'est-ce qu'il aime? On dit il tue, il vole et il viole. Si on réfléchit, tuer, c'est la façon la plus facile de voler. De voler aussi, Chazak. Mais c'est vrai, on va aller tout de suite là-dessus. Mais tuer, c'est la façon la plus rapide de ne pas avoir à faire d'efforts pour vivre avec les autres. T'es pas d'accord? D'accord? T'as pas de problème de relation si tu tues tout le monde. Dès qu'il y a quelqu'un qui n'est pas content. D'accord? Voler, c'est la façon la plus facile de s'enrichir. Au passage, c'est vraiment juste une parenthèse, mais je pense qu'elle est importante cette parenthèse. Aujourd'hui, Baruch Hashem, ça n'existe, j'espère plus ou beaucoup moins en Israël. Mais il y avait une période où malheureusement en Israël, il y avait beaucoup, notamment de Français, qui ont été travailler dans des centres d'arnaque. Et je vous dis une chose, ils ont payé et repayé et repayé et repayé. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis leur énergie là-dedans et après ils n'arrivaient plus à en sortir, ils n'arrivaient plus à trouver un boulot normal. Pourquoi? Quoi? C'était facile. Parce que tu ne pourras jamais avoir des retours sur investissement à la hauteur de ce que tu as en volant. C'est-à-dire si quand toi tu déposes chez moi 100 euros, je te prends tes 100 euros, je les mets dans la poche, qu'est-ce que je peux te faire comme service pour que quand tu mets 100 euros, je reçois 100 euros? Rien. D'accord, je vais te demander 1%, je fais 1 euro. Donc tu peux faire 100 fois plus en volant. Donc les gens, la façon la plus facile de prendre, c'est quoi? De voler. D'accord? Tu as besoin de faire un business plan, lever de l'argent, avoir des clients, etc. Tac, tu voles. La façon la plus expéditive du couple, je ne rentre pas dans les détails. Esav, il a une vision du monde. Je vais tout de suite. Lorsqu'il va voir Yaakov, il va le voir en train de cuisiner un plat de lentilles. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Al-aitenina min ha'adam ha'adam azeh. Gave-moi de ce rouge-là. C'est quoi ce rouge? C'est les lentilles. Pourquoi elles sont rouges les lentilles? Parce qu'elles sont crues. J'ai pas le temps que ça cuise. Et bien après, viens, je te mets dans une assiette et tu manges. Ah, une assiette, la fourchette, la mettre dans la bouche, mâcher. Non, 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 non. Qu'est-ce que je veux? Je veux prendre sans fournir aucun effort. C'est quoi la façon la plus facile, entre guillemets, d'accord, dans l'idée que ça veut dire. Essayez pas de le faire, ne le faites pas chez vous à la maison. D'accord?
de manger sans avoir à faire aucun processus pour que ça arrive, c'est quoi? J'ouvre la bouche et tu verses directement. C'est quoi gaver? Tu verses directement dans l'estomac. Il dit quoi? Qui aïef à nourrir. J'ai pas de force. La vision du monde de Esav, qui s'appelle le monde occidental, écoutez bien cette phrase. C'est qui le patron? C'est quoi la bonne affaire? C'est quand tu es capable de recevoir en faisant un minimum d'efforts. C'est ce qu'on appelle le retour sur investissement. Si j'investis rien et que je reçois beaucoup, je suis le patron. Oui ou non? D'où ça vient ce besoin-là? Ça vient parce que fondamentalement, l'homme dans sa création avant la faute de Adam Arishon, il vivait comme ça. Il ne fournissait pas d'efforts, il recevait. Et on va vers là-bas. Sauf que là, vous vous souvenez, Zelu Madze Bar Elohim, l'homme prend ce besoin-là et va l'exprimer de cette manière-là. À l'opposé de ça, les sages vont nous dire quelque chose d'incroyable. Le Amal Adam Yulad. Shlomo Ameler nous dit la chose suivante. L'homme a été créé pour s'investir. Le Amal. L'Amol, c'est quoi l'Amol? C'est fournir un effort. La Gemara nous dit quelque chose d'incroyable. Gadol anene mi gad kapav mi yireh Hashem, sheneemar, yigiat kapecha kitochel, ashrecha betovlach. Nous dit Chazal, il est plus grand celui qui profite du travail de ses mains, du fruit du travail de ses mains, plus grand que celui qui craint Dieu. Comme il dit dans Tehilim, Yigiat kapecha kitochel, lorsque tu manges le travail de tes mains, ashrecha vetovlach, c'est bon pour toi et ça t'apportera du bien. Ashrecha ba'olam hazeh, vetovlach la'olam haba, c'est bon pour ce monde-ci, c'est bon pour le monde futur. C'est-à-dire que il y a une dimension dans ce monde-là qui est de dire que de fournir un effort, ça n'est pas juste une klala, c'est quelque chose qu'on va rechercher. Alors pour ça, j'essaierai encore une fois de vous expliquer et de comprendre ce que nous dit la Gemara là-dessus. La Gemara, elle s'étend, elle dit quoi? Tu parles de... C'est ça le but d'une personne, quelqu'un doit juste cravacher toute la journée? C'est ça le but qu'il se fatigue, il bosse. Et il dit non, Bédivré Torah active. C'est-à-dire qu'il y a un effort, mais ce n'est pas n'importe quel effort. Je vous pose une question. Qu'est-ce qui sépare l'homme de l'animal? La conscience. En hébreu, les deux sont liés, la parole, la conscience. En hébreu, il y a un mot qui est proche de ça, qui définit l'homme, dans je regarde la Torah. La neshama. Tous ces mots-là, c'est différents noms qu'on donne à quelque chose, mais je voudrais le dire, chercher le mot en hébreu ou en français qui dit ça. La capacité de faire le libre arbitre. Merci, c'était le mot que je cherchais. Le libre arbitre. En hébreu, la bechira. Le koach à bechira. L'homme est le seul. Lorsqu'on a dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, c'est que de la même manière que Dieu a la capacité d'être le point de départ de ce qu'il fait, l'homme a cette capacité de faire des choix. Un animal, fondamentalement, n'est pas capable de faire des choix. D'accord? Il peut faire des choix techniques. Est-ce que je saute sous cette proie ou est-ce que je l'attaque comme ci ou comme ça? C'est des choix techniques. Il peut faire des choix fondamentaux. Un animal se pose la question, qu'est-ce que je veux dans la vie? Ce n'est pas une question qui le dérange. D'accord? Ça ne dérange pas un animal. Par contre, a priori, ça dérange profondément les hommes. D'accord? Pour les philosophes, quand je dis d'où viens, je vais, quel est mon rôle, pourquoi je suis sur Terre, pourquoi je suis là. C'est des questions profondes, ça nous dérange parce qu'on veut être capable en mesure de faire des choix. Lorsqu'on nous dit que l'homme est l'Amal Adam Yulad, on est dans ce monde pour la capacité de Amal, c'est quoi? C'est la capacité de s'investir pour prendre sa vie en main. C'est quoi la différence entre un homme et un animal? Pourquoi moi je suis moi? Pourquoi deux chiens c'est deux chiens? Et pourquoi moi je suis moi et toi on est des gens différents? Qu'est-ce qui fait qu'on est tous différents? La Gemara elle dit de la même manière que les visages ne se ressemblent pas, il n'y a pas de personnes qui ont le même visage. D'accord? Les personnes ne sont pas les mêmes.
Pourquoi on n'est pas les mêmes? Parce qu'on est fondamentalement capable de faire des choix différents, d'exprimer ce qu'on appelle en français tout simplement une personnalité. D'accord? Maintenant, une personne qui serait sans cesse en réaction à ce qu'on lui dit ou à ce qu'on lui fait, cette personne-là n'est pas en train d'exprimer des choix vu qu'elle est quoi? Le résultat de ce qui se passe autour de lui. La capacité d'exprimer l'être humain, c'est la capacité d'être ce qu'on appelle en français proactif. D'être le point de départ de ce que je vais faire maintenant. Je vous dis un truc tout bête. Parfois, les enfants, ils font des trucs pour t'énerver. Pourquoi parfois les enfants, ils font des trucs exprès pour t'énerver? Parce que les enfants, ils veulent voir en toi, est-ce que j'ai une télécommande à papa? Est-ce que je suis capable d'appuyer sur un bouton et papa, il se met à crier? Lorsque ton fils ou ta fille fait quelque chose pour t'énerver, ou lorsque quelqu'un, d'accord, je ne sais pas, dans la rue, il arrive, et il dit, d'accord, ta mère, je ne sais pas ce qu'elle fait, d'accord? Mais il ne la connaît pas ta mère, il ne sait pas truc, vous n'avez jamais parlé, etc. Il n'en sait rien. Donc le moment quand il dit fils de, et que toi t'arrêtes, tu te jettes dessus, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'autre il a une télécommande à toi. Il peut appuyer sur le bouton, il appuie sur le bouton, ça fait fils de, et toi tu sautes dessus. Donc lui il décide ce que tu fais. C'est quoi un être humain? C'est quelqu'un qui est capable de décider si je m'énerve ou je m'énerve pas. Oui, non. Oui, non. Mais s'il décide de s'énerver, bah, il va quand même décider. Un Shumbaïa, tu peux décider de t'énerver. Tu as décidé. Si tu décides, tu décides. La Gemara, elle pose la question. Ezeu Elzar, chez Betor Ha'adam, qui est le Dieu étranger qui est en l'homme? Ave Omer, Ze Yetzer Hara. C'est la dimension animale qui est en l'homme. C'est quoi? Ce Dieu étranger, elle dit Kol a shover et kelav bekaraso, vekoreat et bgadav bekaraso mefazer et maotav bekaraso. Toute personne qui va jeter son argent dans sa colère, casser des objets ou déchirer ses vêtements dans sa colère, yé benecha ki oved avodazara, il soit à tes yeux comme un idolâtre. Pourquoi? Parce qu'il est en train de montrer qu'il n'est pas le point de départ. Il ne décide pas parce qu'en fait, il est en train de se faire du mal à cause de ce que quelqu'un d'autre lui a dit. Il n'est pas en train d'exprimer une berira, un choix. Il est en train d'être en réaction par rapport à ces choses qui s'est passées. Okay. C'est quoi le but de l'homme? C'est quoi le but de la Torah? En lecha bnei chorim et là, Miché Osek Batora. Le but de la Torah, c'est de te rendre libre. C'est quoi le fait de te rendre libre? C'est d'être capable d'être le point de départ de ta vie, d'être le point de départ de tes choix, de faire des choix. Le contraire de ça, c'est quoi? C'est de se laisser guider, de se laisser emporter. Maintenant, je vous pose la question. On a compris que l'homme est fatigué. Qu'est-ce qu'il dit? Esav? Je suis fatigué. Je n'ai pas d'énergie. Quand tu n'as pas d'énergie, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas d'énergie pour faire quoi? Des choix. Tu n'es pas vivant. Tu es un mort-vivant. Le Rav Yaakov dit quelque chose d'incroyable. Il nous dit, il est écrit dans Eshet Raïl, il y a un verset qui dit Vatiten teref le beta, vechok la naotea. Elle donne du gibier à sa maison. Et chok. Chok, c'est quoi? C'est, elle donne la portion, on va dire, à ses employés. Je vous explique. Un gibier, c'est quoi? C'est une proie. Une proie, c'est quelque chose. L'animal, quand il va chasser, il chasse et il mange tout de suite. Pourquoi il mange tout de suite? Les lions, il ne faut pas de réserve. Quand ils ont faim, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont, ils mangent. Et il dit la Eshet Raïl, la mère de maison, à ses enfants, elle va leur donner la nourriture juste pour aujourd'hui. Pourquoi? Qui est-ce qui va nous donner la nourriture demain?
Qui ça? Les serviteurs. Non, pas les serviteurs. Qu'est-ce qui me donne la nourriture? Qu'est-ce qui va savoir? Hachem? Qu'est-ce qui fait qu'on ne va pas mourir de faim demain? Parce que Hachem va nous donner. Ouais? C'est-à-dire, dit Rav Jacobson, lorsque une mère nourrit ses enfants, elle ne leur donne pas que de quoi avoir des vitamines et manger, elle prend ça comme une opportunité pour leur transmettre une vision du monde, de la émouna, des valeurs. Par contre, lorsqu'elle nourrit les servantes, elle ne rentre pas là-dedans. Toujours les jours la même chose, il y a aujourd'hui, il y a demain, voilà ton salaire, c'est automatique. Pourquoi est-ce qu'elle ne nourrit pas de la même manière ses enfants qu'elle nourrit ses servantes? Parce que les servantes, c'est un besoin technique et les enfants, c'est quelque chose que j'essaie de transmettre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans toute chose que l'on a en nous, on doit se poser la question, dans quoi je vais m'investir? Dans la transmission à moi-même ou à mes enfants, je veux leur transmettre du sens. Mais il y a des choses où j'ai réellement pas envie de m'investir. L'intelligence de cette Eshet Chayil, c'est de savoir dans quoi elle met ses efforts. Elle n'est pas en train de dire la même chose pour tout le monde. Elle dit, il y a des situations dans lesquelles je mets de moi-même, il y a des situations où je veux juste que ça marche. Pourquoi je vous raconte ça? Si on revient sur cette dimension d'effort, on a dit l'homme prend du plaisir, on a ce besoin profond en nous parce que c'est ça notre source et c'est vers là ce vers quoi on tend. Yom Shekulo Shabbat Umenucha, un monde qui va être un jour dans lequel il n'y a que du repos. On a en nous ce besoin, mais on dit Zelo Madi Bara Elohim. On peut l'exprimer de façon positive ou négative. C'est quoi positif ou négatif? Ce besoin de ne pas s'occuper des choses, que ça se fasse tout seul. Dans ce qui est technique, si on reprend l'échange de la Eshet Chayil, si une femme maintenant va dire non, moi je veux me donner et faire des efforts, et aujourd'hui elle va commencer à laver les vêtements à la main alors qu'il y a une machine à laver, c'est bien ou pas bien? C'est haram. Mets la machine à laver et va passer du temps avec tes enfants. Mets la machine à laver et va travailler. Mets la machine à laver et va faire des choses. Parce que quand tu es en train de faire la machine à laver, tu n'es pas en train d'exprimer qui tu es, tu es en train d'essayer de régler un problème technique. Mais quand tu es avec tes enfants, tu aurais peut-être la bonne qui est capable de leur donner à manger. Tu es capable de régler le problème. Tu peux commander des pizzas. Mais ce n'est pas la même chose. Quand avec tes enfants, tu leur donnes à manger ce que tu as préparé et tu t'assois avec eux à table, ou quand ils doivent manger avec la babysitter. Ça veut dire quoi? Que tout l'enjeu, c'est de savoir qu'est-ce qui est technique, et les choses techniques, je vais vouloir quoi? Les automatiser. Et qu'est-ce qui est profond, qui est essentiel? Et ces choses-là, je vais vouloir quoi? Libérer mon énergie des choses techniques pour venir l'investir dans l'essentiel. Sauf que, écoutez bien. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, je prends dans une discussion, je ne sais pas pourquoi il a dit cette phrase, le bonhomme. Il dit, moi je suis un rachat, moi. En français, quand on dit un rachat, je suis un... Ouais, mais ça fait un peu 17e siècle. Ouais, un méchant, je suis... D'accord? Je suis une mauvaise personne, moi je suis un rachat, moi. Je lui dis, mais dis-moi, à quelle heure tu t'es levé ce matin? Quel rapport? Je sais pas, je pense qu'il m'a répondu à 8 heures. Comme 8 heures? Mais tu t'es levé 4 heures trop tard pour être un rachat, toi. Les Rechaïm à l'époque, c'était quoi? C'était des gens, ils se levaient le matin, ils réfléchissaient sur le monde, ils disaient non, moi je pense que dans le monde, il faut aller faire du mal aux Juifs. Il faut aller se rebeller contre Dieu. Il faut aller, j'en sais rien. Aujourd'hui, notre combat numéro 1, les amis, c'est pas qu'on se bat contre des idéaux qui sont pas bons. On se bat contre quoi? Contre quoi on se bat? Le problème, les amis, c'est pas que on a échangé ou on est fatigué et on a l'énergie. Le problème, c'est qu'on est en train de rentrer dans un monde qui a le potentiel de quoi? De nous décharger l'obligation de faire des efforts. Je fais un truc tout simple. Il y a 400 ans, d'accord? Il y a ton père qui te dit, va me faire un café.
Oula, attends 2 secondes. Il est quelle heure là? Bon, alors il rentre dans 2h30. Ok, alors je dois aller puiser l'eau, couper du bois, faire chauffer, moudre le grain. Faire un café, c'était un truc de faire un café. Je vous raconte au passage une petite histoire. Il y a un monsieur qui a raconté une histoire extraordinaire. J'essaie de retrouver exactement la source si ça vous intéresse. Un monsieur qui a vécu la Shoah. Il a survécu de façon miraculeuse dans la Shoah. Il racontait son histoire que lorsque les nazis sont venus pour dire à tous les juifs de se regrouper sur la place du village, avant d'y aller, il y avait la question de dire est-ce qu'on y va ou on n'y va pas? D'accord? Pourquoi? Parce que d'un côté, ils n'étaient pas sûrs de ce qui allait se passer, mais si tu te faisais attraper et tu n'avais pas été, ils tuaient sur place. Et il décide d'y aller. Il raconte, donc ce vieux monsieur, il raconte quand il était garçon. Et avant d'y aller, son père lui dit « Repasse-moi une chemise ». Quel rapport, quoi? Et donc, il raconte, c'est à quoi repasse-moi une chemise? Il a dû allumer un feu, avoir des braises, pour faire quoi? Chauffer le fer, pour pouvoir repasser la chemise de son père. Il a repassé la chemise de son père, il a fait, et il raconte que quand son père a pris la chemise de l'ami, il dit par le mérite du kiboud Av que tu viens de faire, de me repasser ma chemise, que tu sois sauvé. Et il a passé comme ça de façon miraculeuse toute la guerre. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que de repasser une chemise, c'était du boulot. Donc on a évolué pendant des siècles dans un univers dans lequel, fondamentalement, tu n'avais pas le choix de savoir est-ce que tu fournis des efforts ou tu ne fournis pas des efforts. La vie t'oblige à fournir des efforts matériels, physiques. Je dois épuiser l'eau, je dois faire ceci, j'ai des choses physiques que je dois faire. Et l'enjeu de l'homme était de dire, mais au fond, l'effort que je mets dans le physique, je veux peut-être le mettre dans le spirituel. C'est l'enjeu de l'homme. Il y a un changement de paradigme qui s'est passé et qui est en train de se passer de plus en plus avec l'intelligence artificielle, dans lequel aujourd'hui, je n'ai plus envie de faire les choses moi-même. C'est quoi le rêve de tout le monde? Je vais avoir un assistant AI, il connaît ma vie, il sait ce que j'aime, il est capable de se connecter avec d'autres agents AI, de faire les trucs et de tout faire à ma place. Ça vous paraît un peu, je sais pas, futuriste ce que je suis en train de vous dire, mais sachez que l'article le plus consulté dans les papiers de recherche du CNRS l'année dernière, c'est 2 chercheurs français qui ont fait une recherche très intéressante de dire on va vers une société dans laquelle il n'y aura plus besoin de travailler. Comment est-ce qu'on arrive pour réorganiser cette société? Parce que si on ne travaille plus, les gens ne font plus rien. Et donc en fait, les gens vont devenir fous. On va faire quoi de nos journées? Donc on est en train de ouvrir ou en tout cas de commencer à apercevoir un monde dans lequel je vous donne un exemple tout bête, d'accord? Pas de AI, mais je vous comprenez. Avant, quand tu voulais d'un point A à un point B, si je voulais venir ici, qu'est-ce que j'aurais dû faire la première chose? Alors, marcher, ouais, voilà, c'était il y a longtemps. Mais avant de prendre la voiture, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'est-ce que je vais prendre? Prendre un plan et réfléchir avec ma tête comment je fais pour venir ici. Maintenant, comment tu viens? Tu te laisses guider. Je vous ai donné un exemple bête. Mais quelque chose du quotidien où tu devais fournir un effort pour te dire comment je vais faire, devenir toi organisé, maintenant tu laisses organiser à ta place. Qui ici connaît plus que 5 numéros de téléphone par cœur? C'est fou. C'est un truc de fou. Je ne connais pas le numéro de téléphone de mes enfants. Aucune idée. Mais je me souviens encore le numéro de téléphone de ma grand-mère quand j'étais petit, de mon père quand j'étais petit, le cabinet de mon père quand j'étais petit. Je me souviens de tous les numéros de téléphone de quand j'étais petit. Je ne connais aucun numéro de téléphone après 2012. Comment ça se fait? Parce que les numéros, ils sont dans le téléphone. Je cherche, je sais comment ils s'appellent. Ça veut dire qu'on est attiré par quelque chose, on est en train d'externaliser notre mémoire, d'externaliser notre connaissance, d'externaliser notre réflexion, d'externaliser notre savoir-faire. Il y a des gens qui codent ici, il y a des ingénieurs? Ouais? Vous avez chez Copilot? C'est fini. Personne n'a envie d'écrire une ligne de code. Ah, mais non, change-moi ça. J'exagère. Mais non, j'exagère pas. Mais c'est vrai ou pas? Pas parce que tu sais pas le faire. Tu sais le faire. Mais j'ai envie qu'on le fasse pour moi. Ça
rend les gens bêtes. Quoi? Ça rend les gens bêtes. Ça rend pas les gens bêtes. Ça rend les gens, ça rend difficile l'effort. Mais on a dit, on est dans un univers qui veut nous faire prendre des choix à notre place. Mais tout le but de la Torah, c'est quoi? C'est de te rendre libre. Et de rendre libre, c'est quoi? C'est de faire des choix. Et vivre, c'est d'avoir la capacité de faire des choix. Et on est dans un univers et un changement de paradigme extrêmement fort où enfin la technologie a été capable. Au cours des années, on a commencé par externaliser notre dimension purement physique et matérielle avec la révolution industrielle. Avant, quand on devait soulever des choses, on devait le faire à la main, c'était lourd. Aujourd'hui, on a des machines. D'accord? Avant, quand je devais aller faire des choses, j'avais mes jambes, c'était fatigant. Maintenant, on a des voitures. On a changé qu'avant, je devais processer beaucoup d'informations. On a créé l'informatique. Et maintenant, je devais réfléchir à faire des choix. Dis Siri. Tu peux le faire choix à ma place? Parce que moi, je vous dis une chose. Lorsque tu vas prendre l'habitude de faire des choix et qu'on va arriver à un moment avec des assistants AI qui te connaissent par cœur, il sait tout ce que tu aimes, tout ce que tu as fait, il connaît tout de toi. D'accord? Quand il te propose un truc, mais c'est peut-être pas ça que toi, tu aurais fait, tu vas faire quoi comme choix? Quand on est en train de perdre l'habitude de dire « je décide ». Ah, ça me saoule. Allez, on y va. Sauf que le Rav Lemay, il m'a dit quelque chose d'incroyable. Quand je dis le Rav Lemay, je pense au Rav Hillel Lemay. Mais qu'il a fait un cours à des groupes d'entrepreneurs justement sur le sujet. Et avant d'aller au cours, il a une idée. Il était voir ChatGPT. Il a dit, il a pris l'histoire de la Grèce antique qui était venue en Israël, donc l'histoire de Hanouka, et il lui a dit, ChatGPT, qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce qu'il dit ChatGPT? Accepter le joug, ne partez pas en guerre, etc. Il dit tout le contraire de ce qu'on fait des Hashmonaïm. Pourquoi? Il y a un concept qui s'appelle Israël, mais à la mazal, en mazal d'Israël. Israël, mais à la teva. C'est-à-dire qu'au fond, par définition, toutes ces AI, elles te font devenir moyen, standard. Mais le Ham Israël, on est complètement au-delà des moyennes, complètement hors norme. Donc ce qu'on est en train de faire face, les amis, pourquoi je vous ai parlé de tout ça ce soir? On est en train de faire face devant un moment où en fait, on est en train de toucher un besoin qu'on a fondamentalement en nous et qui est quelque chose qui est peut-être, d'après moi, je vais mettre, j'ai pensé en faisant qu'on disait c'est 2800 avadim, serviteurs qu'on aura. Bémet, moi j'y crois vraiment que c'est 2800 agents AI. Bémet. Je vous dis ça très, très sérieusement. D'accord? Sans rigoler. C'est-à-dire qu'on va dans un univers dans lequel tout ce que tu voudras faire, tu exprimes un souhait, c'est fait. Et je ne suis pas en train de parler de science-fiction. C'est réel. On parle dans 2 ans, on va vivre dans un univers plus ou moins comme ça. D'accord? Si ça se réalise, je ressortirai le truc, là je vais faire un carton. D'accord? Mais en tout cas, on va vers ça. D'accord? On va vers ça parce qu'encore une fois, l'homme, il recherche ça. Maintenant, c'est quoi notre enjeu? Je ne suis pas en train de vous dire, hey, regardez comme c'est horrible, utilisez plus d'ordinateurs et prenez des lampes à l'huile chez vous à la maison, et pas de pétrole. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Comme la Eshet Raïl, l'enjeu qu'on va avoir maintenant, c'est d'être capable de diriger ça pour remettre cette dimension de Hamal et de choix dans les choses qui ont du sens. Si ma tête, elle n'est pas occupée toute la journée à réfléchir à comment je vais manger ce soir, ou comment je vais faire la vaisselle, ou quel chemin je dois prendre pour aller d'un point A à un point B, j'ai 2 possibilités. Soit je rentre là-dedans et en fait, je deviens fatigué de la vie, et je perds l'habitude de faire des choix, et je perds ma dimension profonde, ma singularité d'être humain. Ou bien, j'ai libéré du temps, de l'espace, du potentiel pour réfléchir. Qu'est-ce que je dois faire? Qui je suis? Qu'est-ce qui est important dans la vie? Comment je peux faire du bien autour de moi? Qu'est-ce que j'ai de spécifique? C'est-à-dire qu'on est réellement, les amis, je vous dis ça de façon très entière,
on est à un moment d'ouverture de la croisée de chemin. On parle des périodes messianiques. Ma mâche, on y est, et pas avec des miracles, des trucs ça. On y arrive juste là avec la dynamique naturelle des choses. Un monde dans lequel tu peux globalement dire, je ne sais pas si vous suivez aussi la tech, tout ce qui se passe en ce moment avec au niveau de tout ce qui est des robots humanoïdes, je ne sais pas si vous avez vu déjà des vidéos de ce qui se passe. Ok, c'est pas encore super, on arrive à des trucs vraiment très impressionnants. Donc on va se poser la question de dire, maintenant avec toute cette facilité, qu'est-ce que j'en fais? Et je vous invite encore une fois à faire partie des gens intelligents qui vont prendre ça comme une opportunité pour réinvestir cet effort dans des choses qui ont du sens. Tout simple. Si avant il y avait quelqu'un qui avait besoin de bosser 12 heures par jour pour manger le soir, je comprends que quand il rentre le soir, il est épuisé, il a porté des seaux toute la journée, il a le temps pour rien. Si maintenant tu peux travailler 3 heures par jour, 4 heures par jour, qu'est-ce que tu vas faire de ce temps-là? Tu as deux possibilités. Soit tu construis, tu t'investis et tu exprimes le potentiel qui est le tien, soit tu scrolles. Je ne dis pas ça pour une blague. On a de plus en plus de temps, de plus en plus de moyens et de plus en plus d'opportunités qu'on nous a fait pour permettre de remplir ce temps. Il y a une liste qu'ils ont fait, elle est assez marrante, des phrases de gens célèbres où ils sont complètement plantés sur leurs prédictions. Et il y a des trucs assez marrants. Bon. Et il y a une phrase d'un monsieur qui s'appelait Warner. Warner aux États-Unis, dans les années 30, c'est Warner Bros. Et Warner, c'était le début de la télévision. Il a dit, la télévision ne marchera jamais. Pas mal, dans le mille. Pourquoi? Parce que l'Américain moyen n'a pas 20 minutes à perdre tous les jours devant un écran. Faut le faire quand même. C'est-à-dire qu'il n'était pas, c'était pas un juif, un rabbin, un truc comme ça. Il regarde le monde, il te dit, quelqu'un n'a pas 20 minutes à perdre tous les jours. On avait monté il y a quelques années un programme, justement avec Jérémy Bérévi, ça s'appelait Torah Tech Institute. Le matin, on étudiait la Torah, l'après-midi, ils apprenaient à coder. C'était un programme de 4 mois, ultra intensif. Il y avait un, il ne réussissait pas trop, je voyais qu'il passait du temps sur son téléphone. Je lui dis, donne-moi ton téléphone, je vais voir combien d'heures tu passes par jour sur ton téléphone. Moi, ça m'a choqué parce que je ne suis pas trop dans ces trucs de téléphone. Mais vous, ça va peut-être pas vous choquer. Mais il faut imaginer qu'il était au moment le plus 4 mois ultra intense de sa vie. Il passait 7 heures par jour devant son téléphone. Non mais, juste comprenez, je ne suis pas en train de vous faire des choses, mais tu comprends ce que tu peux faire en 7 heures? 7 x 5, 35 heures, c'est un temps plein, les amis. C'est-à-dire qu'avec ces 7 heures-là, si tu t'enlevais le temps de téléphone et tu les mettais, ça y est, tu as une parnassa. Non, je ne sais pas. 7 heures par jour, c'est globalement ce que tu passais, j'en sais rien. En fac, il y a combien d'heures de cours par semaine? Pas tellement plus que 35 heures. Oui, non? D'accord? Moins. Donc ça veut dire que le temps que tu passes dans le téléphone, tu peux avoir, tu peux avoir un PhD. Mais vous rigolez. Mais c'est exactement, là c'est en train de devenir de plus en plus marquant. Et tu vas voir en fait, tu as le choix, soit tu es là, soit tu es là. Comprends où tu veux placer ta vie. Alors Bezat Hashem, je finirai là-dessus. Ce par quoi j'ai commencé. Il y a écrit que quand Hashem a créé Adam Arishon, je vous ai dit au début, vous vous souvenez, c'était un géant. Et Hashem a dit, c'est pas bon, il y a quelque chose de pas bon dans ce qu'il fait Hashem. Qu'est-ce qu'il fait? Il a écrit qu'il a rapetissé Adam Arishon. Il est venu petit. Mais à la fin des temps, qu'est-ce qui va se passer? On va reprendre l'envergure qui est la nôtre. Comme ça, moi, je comprends un petit peu de façon un petit peu allégorique cette histoire-là. On a vécu toute l'histoire dans laquelle notre énergie, on a dû faire des choix sur des petites choses. Parce qu'au fond, la majorité des choix, c'est des choix de comment je vais travailler, quel métier je vais faire, par quoi c'est des choix techniques. On est en train de revenir dans une dimension dans laquelle ces choix techniques, ils sont retirés de nous et ça nous laisse de la place pour respirer et pour nous permettre de reprendre toute notre dimension pour venir enfin réinvestir cette énergie-là dans les choses qui ont vraiment du sens. Non, je vous dis réellement, on est à la croisée des chemins et heureux est celui qui maintenant fait le bon choix de se mettre dans la bonne direction. Si vous avez des questions, je suis ouvert. Vas-y. Je crois que les pizzas aussi sont arrivées si vous voulez manger.